Lundi 12 juillet 2021, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Ce 12 juillet marque les 100 jours de gouvernance du président de la République, Mohamed Bazoum. Investi le 2 avril dernier, il dirige donc le pays depuis cette date et les 100 jours consacrés généralement comme une période de grâce pour le dirigeant en place est apprécié diversement par des Nigériens. Je vous propose à cet effet de suivre l'analyse qu'en fait le président du mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable, Mamadou Arzika, interrogé à ce sujet ce matin par la télévision Labari. Écoutons-le en extrait avant de le retrouver en partie magazine dans ce journal. Moi, je peux considérer que fondamentalement, il n'y a pas eu grand-chose qui doit, moi, me surprendre. Parce que j'apprécie la gouvernance de Bazoum aujourd'hui en analysant tout ce que j'ai eu l'occasion de connaître comme forme de gouvernance. Depuis, même si je dois complètement arrêter uniquement à partir de la conférence nationale à aujourd'hui. J'ai entendu les gens applaudir pour considérer que oui, on a fait un gouvernement réduit, mais un gouvernement réduit de 33 membres. Mais le gouvernement souhaité par le Niger, il le sait, lui Bazoum, il a vécu dans ce type de gouvernement qui était composé de 17 membres au sortir de la conférence nationale. Je voudrais bien que personne n'oublie, que ceux qui ont oublié aussi qu'ils se rappellent, que ceux qui ne savent pas aussi le sachent. M. Bazoum Mohamed, il est un des produits de la conférence nationale. J'allais dire, il est une des révélations de la conférence nationale souveraine. Donc, si je dois apprécier M. Bazoum à l'œuvre, je l'apprécie sur tout ce que je connais du discours, sur tout ce que je connais de ses actions, sur tous les aspects que j'ai eu l'occasion de connaître de lui. Au-delà de l'environnement dans lequel il a évolué, son parti politique, et les autres cadres dans lesquels il a évolué, mais c'est surtout ça, parce que c'est ce qui fonde sa personnalité. Voilà, c'était donc Mamadou Arzika qui réagissait aux 100 premiers jours de gouvernance du président Mohamed Bazoum. Vous le retrouverez à la fin de ce journal en partie magazine dans cet entretien qu'il a accordé à la télévision Labari. 500 millions de francs CFA, c'est le montant que les partenaires du Niger, l'AFD, l'Agence française de développement et l'Union européenne ont décidé d'accorder à notre pays pour contribuer au développement de son secteur agricole. À cet effet, une convention a été signée ce matin entre le Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle FISAN et le projet Paul Riro qui bénéficie donc du financement de ses partenaires. Je propose de suivre le résumé de la signature de cette convention avec nos reporters Chebou Guisso et Nafissatou Yahaya. La présente cérémonie vise la signature de la convention entre le Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle FISAN et le projet d'appui au développement des activités rurales et au financement des filières agricoles dénommé projet Paul Riro PPR. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui porte justement sur le fonds de garantie agricole mis en place dans le cadre du FISAN, dont la gestion des fiducies est confiée à la Sahélienne de financement SAFI à travers une convention signée en février 2021. Le montage financier prévoit la mobilisation d'un montant d'au moins 2 à 3 milliards de francs CFA pour que le fonds de garantie soit viable tout en gardant sa spécificité, celle de prendre en charge de manière partielle dans un esprit de partage des risques liés au portefeuille agricole, ce qui soulagera et encouragera les institutions financières bénéficiaires à rehausser les niveaux de crédit octroyés aux acteurs des filières agricoles sur les segments de la production, de la transformation et la commercialisation, tout en respectant les dispositions réglementaires et prudentielles. L'abondement du fonds de garantie du FISAN a commencé par le transfert effectif le 24 juin 2021 d'une première contribution de l'État sur ses ressources propres d'un montant de 300 millions de francs CFA. L'abondement du fonds de garantie se poursuit avec la mobilisation en cours
de 312 millions de francs CFA provenant du projet NIS 025 financé par la coopération luxembourgeoise et la mobilisation d'un montant de 500 millions de francs CFA avec le PPR, objet de la présente cérémonie. Le montant total mobilisé à date est important et les actions de plaidoyer sont engagées pour combler le gap qui est également important. Financée par l'Agence française de développement AFD et l'Union européenne, cette cérémonie qui acte la contribution du projet PPR au Fonds de garantie agricole du FISAN revêt une importance particulière. Ce fonds constitue un des outils pour créer les conditions non seulement de l'accès au financement, mais aussi de la gestion du risque pour des milliers de producteurs et d'entrepreneurs agricoles et dans la chaîne. Sur toute l'étendue du pays et pour l'instant, en tout cas à travers ce financement, les régions d'Agadez et de Tawa. Pôle Ruraux ciblerait à travers ces instruments une cible d'à peu près plus de 7000 crédits, environ 400 producteurs et petites et moyennes entreprises qui pourraient en bénéficier et s'appuyer sur cet instrument. Donc, il est clair qu'un accompagnement sur la longue durée, un investissement adéquat en faveur des jeunes et des femmes dans le secteur rural facilitera l'accès à une autonomie, surtout économique et sociale, à des milliers de producteurs, et en particulier les plus jeunes. Donc j'appelle, comme l'a fait le directeur général du FISAN, d'autres partenaires à contribuer à ce fonds de garantie et auquel je souhaite plein succès et une bonne utilisation dans sa mission. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a tenu à témoigner la reconnaissance du gouvernement pour cet important appui d'une valeur de 500 millions de francs CFA qui va contribuer au développement de l'investissement dans le secteur agricole et à la sécurisation des opérations de financement agricole. Quelques semaines après son installation, le Conseil régional de Tillabéri tient depuis ce matin les travaux de sa première session ordinaire au titre de cette année 2021. Les précisions dans ce reportage de Jubonuhu et Adam Soumana. Les membres du Conseil régional de Tillabéri, cadres régionaux et partenaires techniques et financiers, se retrouvent ainsi pour la première session ordinaire du dit Conseil afin de se pencher sur les voies et moyens permettant de promouvoir le développement économique, social, culturel et scientifique durable de la région. L'occasion pour le premier responsable politique de la région d'inviter les conseillers à mûrir leurs réflexions pour la réussite de ces assises. Je n'ai pas de doute que de nouvelles bases seront véritablement jetées afin que notre conseil régional puisse vraiment se ressaisir et poser des actes que cette population pourrait apprécier. Et en tout cas respecter aussi, ou du moins faire valoir la bonne gouvernance. Vous allez également mettre en place les commissions spécialisées. C'est des commissions qui vont directement s'attaquer au développement de la région. Des commissions qui pourront nous donner des conseils à la population. Des commissions qui pourront nous permettre de jeter de nouvelles bases, comme je l'avais dit, afin que cette population puisse vraiment bénéficier des retombées, des partenaires qui sont prêts à faire des investissements, ou malheureusement, dont les dossiers n'y a pas de droit. Procédant à l'ouverture officielle de ce conseil, son président n'a pas manqué de souligner l'ordre du jour de la présente rencontre. Le projet d'ordre du jour de cette session, comme vous le savez, porte sur 3 points essentiels. En effet, il s'agit de l'adoption du règlement intérieur, l'adoption du plan d'investissement annuel 2021 et la mise en place des commissions spécialisées. Cependant, comme de coutume, nous allons procéder d'abord au traditionnel exercice d'examen et d'adoption du projet de procès verbal de la précédente session. Comme vous venez de le constater à travers les points inscrits à son ordre du jour, cette session obéit aux impératifs statutaires relatifs à l'adoption d'un règlement intérieur et la mise en place de commissions spécialisées en début de mandat. Le règlement intérieur, disais-je,
et une exigence statutaire suivant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 107 du Code général des collectivités territoriales, mais aussi un impératif d'organisation. À ce titre, il précise et complète certaines dispositions du fonctionnement de l'organe délibérant et des commissions spécialisées. Le plan d'investissement annuel, quant à lui, est la déclinaison annuelle des activités prévues par le plan de développement régional. À noter que cette session intervient dans un contexte marqué par une amélioration de la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri. Partons à présent à la découverte d'un jeune artiste, d'un jeune artisan nigérien qui transforme des calebasses en divers objets d'art décoratif. Il s'agit de Ali Nare. Il a été interrogé par nos confrères du studio Kalangou de la Fondation Hirondelle au Niger. Je vous propose de le suivre. Artisanat d'art, la peinture, c'est ce que j'ai fait dans le cadre de la décoration. Voilà. Si je prends par exemple la calebasse, c'est un objet traditionnel qu'on peut moderniser. C'est la calebasse. J'ai fait une lampe qui s'appelle abat-jour. Je mets l'ampoule, je branche et j'allume. Tu peux l'allumer de 20h jusqu'à 4h du matin. Elle est là, c'est une lumière douce. Elle ne dérange pas l'esprit. Voilà le grand travail de la calebasse. Ça, c'est veilleuse. C'est veilleuse, ça. Veilleuse. Ça, c'est applique. Applique murale. On a des lampes en suspension qu'on peut suspendre dans le hangar. On a le lampadaire dans le salon, lampadaire. Par exemple, ça c'est à 15 minutes. Il faut voyager pour chercher la calebasse. Des fois, je pars à Kobagué. Il y a d'autres qui viennent du Nigeria, il y a d'autres qui viennent à l'intérieur du pays. Ouais. Mais en plus, on encourage les cultivateurs à cultiver pour conserver la calebasse. Déjà, la calebasse, elle est courbée. Ce n'est pas un truc plat. Et tout ce qui est courbé, pour le dessiner, il faut imaginer, par exemple, pour dessiner un éléphant sur un papier, c'est facile. Mais ici, c'est courbé. Comment dessiner pour que l'éléphant sorte? Quand on met la lumière, l'éléphant va sortir constant. C'est comme si c'est plat. Les grands clients, c'est les expatriés, c'est eux qui achètent. Déjà, quand ils voient, waouh, ils achètent sans hésitation, sans doute. Voilà. Mais encore, il y a d'autres Nigériens qui ont commencé à comprendre. Et même de temps en temps, ils viennent payer 1, 2, 3. Voilà. Je mange dedans, j'ai vu dedans. Je passe la couleur. Ça, c'est une couleur naturelle. C'est une couleur fabriquée à la base des herbes. Ouais. Le projet, c'est de créer une entreprise qui peut embaucher beaucoup de gens, que de faire les lampes. Il faut aimer et de faire ce qu'on aime. Parce qu'avec l'amour, on peut bouger le monde. Voilà, place à présent donc à la partie magazine. Elle est consacrée, comme je vous l'ai annoncé au début de ce journal, à l'entretien qu'a accordé ce matin le président du mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable, Mamadou Arzika, à la télévision Labari, pour apprécier et analyser les 100 jours de gouvernance du président de la République, Mohamed Bazoum. Je propose donc de suivre l'intégralité de cet entretien. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Effectivement, aujourd'hui, ça fait déjà 100 jours que M. Bazoum Mohamed est en train d'officier et en qualité du président de la République investi à cette date du 2 avril. Et depuis lors,
il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ça fait 100 jours. Mais 100 jours dans 5 ans, ce n'est pas beaucoup. C'est à la limite juste une indication. Et moi, je peux considérer que fondamentalement, il n'y a pas eu grand-chose qui doit, moi, me surprendre. Parce que j'apprécie la gouvernance de Bazoum aujourd'hui en analysant tout ce que j'ai eu l'occasion de connaître comme forme de gouvernance. Depuis, même si je dois complètement arrêter uniquement à partir de la conférence nationale à aujourd'hui. J'ai entendu les gens applaudir pour considérer que oui, on a fait un gouvernement réduit, mais un gouvernement réduit de 33 membres. Mais le gouvernement souhaité par le Niger, il le sait, lui Bazoum, il a vécu dans ce type de gouvernement qui était composé de 17 membres au sortir de la conférence nationale. Je voudrais bien que personne n'oublie, que ceux qui ont oublié aussi qu'ils se rappellent, que ceux qui ne savent pas aussi le sachent. M. Bazoum Mohamed, il est un des produits de la conférence nationale. J'allais dire, il est une des révélations de la conférence nationale souveraine. Donc, si je dois apprécier M. Bazoum à l'œuvre, je l'apprécie sur tout ce que je connais de son discours, sur tout ce que je connais de ses actions, sur tous les aspects que j'ai eu l'occasion de connaître et de lui. Au-delà de l'environnement dans lequel il a évolué, son parti politique, et les autres cadres dans lesquels il a évolué, mais c'est surtout ça, parce que c'est ce qui fonde sa personnalité. Quoi que les gens racontent ou disent, chacun a une singularité. Il n'y a pas deux Nuhu Arzika, comme il n'y a pas deux Bazoum, il n'y a pas deux Mahmoud Issouf, il n'y a pas deux Maman Ousmane. Chacun est unique à son genre, avec sa façon de faire, sa vision des choses. Et c'est malheureusement cette lecture-là qui n'est pas faite qui trouble les gens. Qui troublent les gens et qui sont là en train aujourd'hui de parler de plusieurs façons. Certains sont en train de dire, oui, M. Bazoum, depuis qu'il est là, on constate qu'il y a un changement, un relâchement, une sorte de décrispation sur certains aspects. Mais par rapport à quoi? Comparé à quoi? Quand les gens comparent, ils comparent toujours uniquement par rapport à ce qu'on vient de vivre, c'est-à-dire le régime de Issoufou. Et pourtant, moi, je ne fais aucune différence entre Bazoum et Issoufou. Le régime de Issoufou et le régime de Bazoum d'aujourd'hui, c'est la continuité. C'est le même parti, c'est les mêmes gens, avec le même, peut-être avec un style, un style différent, comme les gens sont différents. C'est normal que la manière, par exemple, d'agir de Bazoum soit différente de celle de Issoufou. Les gens n'ont pas forcément vécu dans le même moule et n'ont pas forcément le même type d'approche dans la vie. Mais pour ça, les gens ne doivent pas se mettre à troubler le monde, comme tu dis, tout le monde a dit, tout est bon, tout est bien, c'est l'enthousiasme général, et que voilà. Mais concrètement, on retient quoi depuis 100 jours? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'approche? Sur le plan de la gouvernance, l'approche de gouvernance, la méthode de gouvernance, c'est ça qu'on va regarder. Sur le plan économique, on retient quoi? En 100 jours, on ne peut rien dire. On est d'accord? Sur le plan politique, on constate jusqu'à présent, c'est vrai, il y a une baisse de tension politique et une volonté d'ouverture et d'aller vers les gens, une volonté de dialogue qu'il a exprimée en essayant de solliciter les uns et les autres pour qu'ils viennent échanger avec lui, pour ceux qui sont prêts à accepter d'aller échanger avec lui. Il a tendu la main à ce qu'à d'autres qui considèrent que jusqu'à preuve du contraire, pour eux, le dossier n'est pas clos. Par exemple, le Maman Ousmane, qui est son challenger, ne considère pas qu'il
qu'il a perdu ou qu'il le considère comme étant, selon lui, le président élu. Il continue son procès, il est encore à la CEDEAO. En dehors de Oumou Ousmane, il y a Djibril Barré, qui est aussi un autre candidat, qui lui aussi est encore à la CEDEAO, en train de contester même la légitimité de la candidature même, et comment on appelle ça, de M. Bazoum Mohamed. Ce dossier est entre les mains de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est bon de ne pas oublier tout cet élément-là. J'ai fait tout ce rappel-là pour rappeler l'ambiance. Bazoum est arrivé dans un contexte effectivement assez troublé, et avec beaucoup de bruit, beaucoup de contestations, beaucoup de trucs, parce qu'il y a eu un certain nombre de situations. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde se rappelle que nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant qu'acteurs de la société civile, soucieux de voir que notre processus électoral doit être conduit sur la base du respect des lois et règlements de la République. C'est ça qui fonde la République, c'est ça qui fonde l'état de droit. On ne peut pas et on ne saurait, et pour quelque motif que ce soit, considérer qu'on peut faire une application des textes de loi à géométrie variable. On ne peut pas le faire et on ne doit pas le faire. Ça ne doit pas être comme ça. Et donc, il y a eu tout ça qui a été les bruits de contestation, des discussions qu'on a été amenés à faire par rapport, surtout quand il s'est agi de M. Bazoum, relativement à la légitimité et à la légalité de sa candidature, parce que les gens ont posé le problème de la justification de sa nationalité d'origine. Ce débat a été fait, vous le savez, mais la Cour a fini par trancher avec un arrêt qui est resté un arrêt controversé. Un arrêt, mais qu'à cela ne tienne, c'est sur la base de ça qu'on a fini par aller, malgré tout, aux élections. On a fait les élections, on a fait le premier tour, on a fait le second tour. M. Bazoum a fini par être proclamé par la CENI et validé par la Cour constitutionnelle comme étant le président de la République, nonobstant la contestation que je viens de rappeler tantôt. Donc ça veut dire que pour le moment, pour nous, aujourd'hui au Niger, nous sommes sous l'empire de la 7e République dans le cadre de la 3e législature où M. Bazoum est investi comme étant le président de la République, le chef de l'État du Niger, parce que conformément aux dispositions de l'article 46 de la Constitution, il est dit que celui qui est élu président de la République, une fois investi, il a les prérogatives de chef de l'État. Il doit être l'incarnation de l'unité nationale et il doit être au-dessus des partis politiques. C'est très important de rappeler ça. Il a l'obligation d'être au-dessus des partis politiques et les autres citoyens doivent aussi considérer qu'il est président de la République au-dessus des partis politiques et encadré dans l'exercice de ses fonctions de président de la République par les dispositions de la loi. Le président de la République, comme tous les autres qui sont appelés à exercer une quelconque parcelle du pouvoir de l'autorité publique, ont l'obligation de l'exercice du pouvoir d'État à tous les échelons de respecter les dispositions de l'article 4 alinéa 2, qui rappelle clairement que dans l'exercice du pouvoir d'État, il n'y a pas de pouvoir personnel, l'ethnocentrisme, le régionalisme, le favoritisme, le népotisme, l'esprit de clan, l'esprit féodal, la corruption, la concussion, le détournement, l'enrichissement illicite, le blanchiment, le trafic d'influence sont bannis et punis par la loi. Donc, le monsieur Bazoum est désormais en train d'exercer les fonctions du président de la République. Donc, personne ne doit le réclamer comme étant c'est pour lui. C'est son président. C'est eux, c'est leur majorité. C'est son président. Et que par conséquent, c'est eux seuls qui doivent juger et qui doivent apprécier ou même estimer que c'est bien, c'est bon ou c'est bon. Parce que le faux débat qu'on a entendu, quand les gens disent, bon, voilà, eux, ils trouvent qu'au moins, ils ont été surpris. Il les a agréablement surpris parce que voilà quelqu'un qui a fait toujours preuve d'arrogance, de mépris. Je le dis clairement, de mépris. Et vis-à-vis des gens, vis-à-vis des autres, en pensant qu'eux, ils sont les seuls qui comprennent, les seuls qui sont intelligents, qui sont illuminés. Mais malgré tout, aujourd'hui, il est dans le rôle qu'il est appelé à jouer, il change. Et il décide de considérer que oui, il ne peut plus continuer à être ce qu'il était hier.
Donc il faut qu'il accepte humblement que pour exercer cette fonction du président de la République, il a l'obligation de l'humilité, il a l'obligation de la modestie, il a l'obligation de la sagesse, il a l'obligation d'être à l'écoute de tout le monde, d'être à l'écoute des autres. Il a l'obligation de considérer aussi le point de vue et l'opinion des autres. Ça, quand il a dit le jour de son investiture, et dans son discours, il a annoncé qu'il y a des choses qu'il sait qu'ils ont été amenés ou contribués à faire subir au peuple nigérien et à certains acteurs comme nous. Et que maintenant, ils ont eu à tirer des leçons comme quoi ce n'était pas la bonne façon de faire. Il faut désormais qu'ils reviennent, au lieu de nous traiter de société civile putschiste ou insurrectionnelle, et parce que simplement nous disons, ça là, c'est pas ça, ça c'est pas ça, il faut régler, en comprenant que ce n'est pas pertinent de continuer comme ça. Il a fait une amende honorable. Et nous ne pouvons que le féliciter pour avoir choisi de faire cette amende honorable. Et nous ne pouvons pas ne pas lui reconnaître ça. C'est nous les victimes de leur attitude sous l'empire du régime de Issoufou. Mais ce n'est pas que Issoufou, c'est aussi lui. Tout ce qui s'est passé contre nous sous le régime de Issoufou, il est l'acteur principal. C'est avec lui, ministre de l'Intérieur, que le 12 janvier 2017, on a décidé de suspendre les manifestations sur les voies publiques à Niamey les jours ouvrables et en soirée. Il a imposé au maire de la ville de Niamey de prendre un arrêté pour dire ça. Et depuis lors, il n'y avait eu plus de manifestations qui sont tolérées dans le pays. Et chaque fois, on fait. Nous, on a organisé, tout le monde nous connaît. Tout le monde sait que nous, l'action que nous menons, c'est une action citoyenne. Nous l'avons fait en toute conscience, en âme et responsabilité, pour décider de pouvoir apporter notre contribution à l'œuvre de l'édification d'une nation démocratique, qui soit une nation qui protège ses citoyens, qui garantit les conditions de l'épanouissement de ses citoyens du peuple et qui retrouve sa place dans le concert des nations. Que quand notre président va se retrouver dans une réunion, qu'il ne soit pas un président qui se met là-bas dans un coin et il attend, et à la fin de la réunion, ils applaudissent seulement, eux on ne les sent pas. Nous avons besoin d'avoir des présidents fiers, qui, quand ils vont dans des réunions, on doit sentir qu'ils sont là. Ce n'est pas la peine d'être à une réunion où tu es juste un complément d'effectif, faire figuration. Ça, nous ne voulons pas de ça. Et nous pensons que, et nous avons vu, dans tous les cas, on a vu, et quelque part, quoi qu'on dise, on a vu, ça a été même à un moment donné un peu ce qui a désorienté le président Issoufou, parce que c'était devenu en conquête de l'international, de l'aura internationale, et au détriment de ce qu'il devait faire à l'intérieur du pays, ce qui fait que durant tout son mandat, il n'a pas été capable de faire des visites à l'intérieur du pays pour aller se rendre compte de ce que vivent les gens dans certaines choses, en considérant qu'il connaît déjà la situation. Mais les gens, il n'y a pas que ça. Les gens aussi ont besoin de sentir quelque part la présence physique, et c'est ça qui explique un peu, quand les gens disent qu'il y a eu changement, Bazoum est parti à Difa, il a été à Difa, et que déjà c'est quelque chose, c'est une prouesse. Oui, c'est bien parce que, voyez-vous, Issou n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ce genre de visite dans ces conditions-là. Voilà pourquoi les gens trouvent que... Mais les conditions n'étaient pas les mêmes. Entre le temps où Issou était là et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose.